Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est de présenter certaines informations à comprendre pour ceux qui veulent écrire un algorithme de reconnaissance automatique et écrire un détecteur automatique, ce que vulgairement on appelle à tort je trouve une intelligence artificielle. Donc je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous souhaitez faire un détecteur automatique de cris de hibou petit duc. Il y a une espèce très commune en France avec un signal assez simple. Bon, c'est pas exactement ça, mais la représentation spatio-temporelle, et c'est ça, hein, c'est très stable avec des intervalles assez réguliers, voire très réguliers comparé aux autres espèces. Donc ça, c'est un spectrogramme temps-fréquence. Là, vous avez les fréquences en Hertz de 0 à 22 000 Hertz à la louche. Ici, vous avez le temps en secondes. Comment on fait pour fabriquer un détecteur? Ce que je vais vous dire, c'est assez pointu, hein. Il y a plein de revues qui sont acceptées dans les journaux scientifiques et comités de lecture qui respectent une méthodologie scientifique insuffisante et qui sont acceptées. Moi, je vais vous donner quelque chose d'encore plus pointu, enfin, mais de véritablement solide. Malheureusement, il y a des publications, des articles scientifiques qui passent, alors que la méthodologie n'est pas à jour, n'est pas respectée, n'est pas suffisamment solide. Et ben, concrètement, ce que vous pouvez faire, donc je vais partir sur un apprentissage supervisé. Donc vous allez recueillir des enregistrements de hibou petit duc, vous allez poser un SM2. Je vous invite à aller voir ce que c'est qu'un SM2, je ne vais pas l'expliquer ici. Ou une DAPEBA box, si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Vous essayez de vous fabriquer un SM2 comme ça. Donc vous allez poser votre ordinateur enregistreur avec des micros en forêt. Vous allez, donc ça c'est la France. Vous allez, je sais pas si vous êtes originaire tiens, de Bretagne, vous allez commencer dans votre coin. Si vous avez des collègues dans les Hauts-de-France, vous allez leur demander s'ils peuvent pas mettre ça dans un coin d'une forêt chez vous. Si vous avez des collègues à Marseille, vous allez demander d'en foutre un peu dans la garrigue quelques nuits. Si vous avez des collègues dans les Alpes, ce serait bien aussi d'aller taper des enregistrements là-dedans. Pareil dans les Pyrénées. Si vous avez des copains dans la Creuse, pareil. Et donc vous allez avoir, j'espère pour vous, je sais pas, 10 000 enregistrements Wave généralement qui durent chacune, je sais pas, allez, une seconde. Voilà. Et je vais être très gentil, je vais simplifier l'exemple en disant qu'en fait, chaque seconde contient un enregistrement où il y a un seul cri. Déjà, ça c'est impossible, hein, que vous ayez ça, ce serait... Ne serait-ce qu'obtenir un détecteur capable de faire ça, c'est quasiment faire la tâche en elle-même, en fait. C'est aussi dur que ce que je vais expliquer. Alors, on va dire que vous avez soit un seul cri de hibou petit duc, soit pas de cri de hibou petit duc. Et vous voulez donc faire un algorithme capable d'écouter des milliers d'enregistrements d'une seconde en quelques minutes pour faire des suivis de détection, par exemple, de hibou petit duc, des suivis d'abondance, pour faire du suivi de reproduction, etc., etc. Bon, alors, il faut bien comprendre qu'il y a trois choses. Il y a ce qu'on appelle train 1, train 2 et test. Là, vous avez 10 000 enregistrements Wave. Vous allez en prendre 3300 pour constituer la base de données d'apprentissage 1. Et vous allez en prendre 3300 autres, absolument, il faut que ce soit des enregistrements différents. Et le reste 3300. Et en fait, bien sûr, vous allez prendre tous les enregistrements là et vous allez les mélanger de manière aléatoire pour faire des tirages aléatoires des échantillons 3300. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre 3300. Vous pouvez faire, je sais pas moi, 4000 et 6000 ici. Ça permettra d'être rigoureux, d'être assez exigeant et au moins de vérifier si vous avez quelque chose de solide. Donc 4000, donc à raison de 2000 et 2000. Et donc vous allez lancer un apprentissage sur Train 1. Donc je vous renvoie vers la vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé d'apprentissage supervisé versus apprentissage non supervisé. Je vous ai parlé des paramètres descripteurs. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Vous allez faire un apprentissage supervisé.
Vous allez dire, voilà, sur ces 3300 fichiers, voilà les fichiers, sur les 3300 fichiers dans lesquels il y a du hibouptiduk pendant une seconde, donc, et d'autres d'enregistrement d'une seconde où il n'y a pas de hibouptiduk. Vous lui donnez des paramètres descripteurs ou pas, vous les laissez trouver si vous voulez, mais vous lui dites à chaque fois dans la seconde, 1, 0, 1, 0, 1 pour, il y a un cri de petit duc, et 0 pour, il n'y a pas de cri de petit duc. Et lui, il va faire un apprentissage sur ces 2000. Seulement, une fois qu'il a fait cet apprentissage, très bien, vous avez un modèle d'appris. Mais il faut le tester, celui-là. Alors, en pratique, que vous utilisiez Python, MATLAB, ce que vous voulez comme langage, quand vous avez invoqué votre apprentissage, je sais pas, votre fonction, elle devait ressembler à train RF si vous avez utilisé une forêt d'arbres aléatoire, une random forest, train NN si vous avez voulu utiliser un réseau de neurones, train CNN si vous, sous torche par exemple, si vous avez voulu faire un réseau de neurones convolutionnel, SVM train, tout ça, ces fonctions, leur nom va légèrement changer en fonction du langage informatique que vous utilisez, le langage de programmation. Vous avez donné vos exemples, vos 3000 exemples, très bien. Et donc en sortie, il a calculé un modèle. Ok, qui est là. Et maintenant, il faut vérifier quelles sont les performances de ce modèle. Là, il a juste appris. Mais en général, en fait, quand vous avez appelé cette fonction, il y avait d'autres valeurs d'entrée. Vous aviez des paramètres d'entrée, des trucs qui apparaissent dans la documentation de ces fonctions, la documentation MATLAB, la documentation Python, la documentation Torch. Il y a généralement plein de petits boutons à régler, vous voyez, pour des options. Mais vous ne savez pas. En tout cas, vous êtes censé ne pas avoir d'a priori. Donc, vous êtes censé avoir appris plein de modèles différents. C'est-à-dire que vous avez fait une boucle. Par exemple, on va dire, vous avez imaginé que vous aviez en fait ici A, B, C, qui sont trois options d'apprentissage. Si vous n'avez rien mis, en général, le robot la fonction détermine une valeur par défaut. Elle va dire, s'il met rien, c'est que par défaut, ici c'est 1. Ici c'est 1, ici c'est 2, vous allez faire, je sais pas, 10, 20, 100, peut-être 1000 apprentissages pour avoir 1000 modèles. Et pourquoi 1000 ? Parce que ça dépend en fait. Regardez, si entre la valeur minimale et la valeur maximale que l'option A peut accepter, on peut aller de 1 à 10 en passant par 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, ça fait déjà 10. Si c'est pareil pour l'autre, ça fait 10 fois 10, on est déjà à 100. Et si le troisième aussi, il a 10, on monte à 1000 modèles différents. Et encore, souvent, on peut avoir des étendues plus importantes ou plus de paramètres descripteurs. On y est rapidement à 1000 modèles différents. Donc ensuite, on veut savoir, sur ces 1000 modèles différents, lequel est le bon. Donc on lui demande, on prend ce modèle et on lui balance les 3300 fichiers de train 2. Alors là, on va dire que c'est aussi, on peut l'appeler aussi base de données d'optimisation. Ça, c'est la base de données d'apprentissage, train en français, en anglais, entraînement. Ça veut dire train 2, c'est la base de données d'optimisation. Donc c'est de l'apprentissage, mais au moment de la conception. Et là, vous allez demander un test. Vous allez demander des prédictions. Sauf que vous connaissez la vérité de ça. Vous savez dans quel fichier d'une seconde il y a effectivement du hibouptiduk et dans quel fichier il n'y en a pas. Donc vous allez calculer des performances. Vous allez par exemple calculer le F-score pour les 1000 modèles. Donc vous aurez 1000 F-score. Si vous ne savez pas ce que c'est que le F-score, je vous renvoie vers l'épisode dans la description sur la vidéo précédente où j'en ai parlé. J'ai expliqué ce que c'était que le F-score. Donc vous avez 1000 mesures de performance sur ces exemples qui n'étaient pas là. Tout ça a été tiré aléatoirement. Donc on espère avoir des milliers de fichiers pour avoir des scores, des évaluations des performances fiables, robustes. Ça va vous permettre d'identifier les réglages A, B, C qui sont les meilleurs. Et une fois que vous avez déterminé les meilleurs, donc imaginez que vous avez vu que c'était le modèle avec
A égale 5, B égale 1, C égale 0. Très bien. Dans ce cas-là, vu que vous avez un nombre d'exemples limité, là c'est très idéal, hein, ce que je viens de vous dire. 3300, c'est très rare. En général, dans la littérature scientifique, vous verrez que les scientifiques ils ont beaucoup moins d'exemples, sont beaucoup plus embêtés et limités par la taille des bases de données. Vous allez prendre ce modèle et vous allez lui relancer son apprentissage depuis le début, mais sur l'ensemble de tous les fichiers. Et donc vous avez optimisé, vous relancez l'apprentissage, vous lui donnez encore plus d'exemples. Normalement, il va être encore meilleur que à l'issue du premier apprentissage qui était que sur 3300 fichiers. Et vous allez, une fois qu'il a terminé d'apprendre, vous allez lui demander des prédictions sur test, la base de données des tests. Donc vous connaissez la vérité. La vérité, encore une fois, c'est, dans notre cas, comme on est parti sur 10 000 fichiers d'une seconde, 10 000 fichiers d'une seconde dont on sait s'il y a du cri de Diboutiduc ou pas, et ben donc vous connaissez la vérité. Vous allez recalculer les performances, notamment le F-score, mais cette fois-ci sur le test. Et là, ce sont les scores définitifs. Ça, c'était les scores pour optimiser les paramètres que vous offrent toutes les fonctions d'apprentissage, la plupart des fonctions d'apprentissage machine qui existent dans les langages d'information, de programmation type MATLAB, Python, JavaScript, ce que vous voulez, Torch. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. Et là, donc, vous allez pouvoir comparer la vérité aux prédictions. Vérité que vous connaissez versus prédiction. Vous allez calculer un rappel, précision, F-score, peut-être même courbe ROC. J'en ai déjà parlé dans un épisode présent, vous le trouverez dans la description sur la vidéo. Et là, ça va vous donner les véritables performances. Dans la littérature scientifique, j'ai vu passer des publis où la revue accepte de publier alors qu'ils n'ont pas suivi cette démarche, certes exigeante, mais qui vous garantit de la robustesse et des scores fiables. Bien sûr, il y a l'exemple B à bas, c'est-à-dire certains ornithologues vraiment très mal renseignés qui lancent un apprentissage sur 3300 fichiers et ensuite, pour mesurer les performances, ils demandent des prédictions sur les fichiers qui leur ont servi d'exemple d'apprentissage, ce qui est absolument illégal scientifiquement parlant. Donc ça, je n'en parle même pas, c'est vraiment l'erreur qui consiste à se mettre le doigt dans le nez. Deuxième erreur très répandue, qui malheureusement n'est pas sanctionnée par la littérature scientifique, il y a des gens qui ne font pas une séparation en 3, il faut une séparation en 2. Il faut un premier exemple d'apprentissage, un deuxième exemple, une base de données de test, donc là sur les 10 000 fichiers, ça ferait un exemple d'apprentissage de 5000 et un autre exemple de test de 5000. Ils font un apprentissage là-dessus, ils demandent des tests là-dessus et ils calculent un rappel précision F-score, tout ça. Mais du coup, ils savent pas ils n'ont pas interrogé les options de leur fonction d'apprentissage. Ils savent pas est-ce qu'ils auraient dû faire différemment, est-ce qu'ils auraient d'autres performances. Et surtout, ils ont quelque chose de beaucoup moins solide. Parce que cette manière de procéder en deuxième étape, base de données d'apprentissage, base de données d'optimisation, base de données de test, va être beaucoup plus solide aux parasites, à l'hétérogénéité des parasites, à la diversité des parasites que vous rencontrerez dans vos nuits d'enregistrement sur le terrain, que ce soit en milieu terrestre ou en milieu marin, que ce modèle-là. Si je vous dis ça, c'est pas dans le but que de vous faire bien voir de votre directeur de thèse, non. Si vous voulez atteindre l'opérationnalité, si vous voulez faire par exemple une application comme Shazam. Shazam, c'est une application smartphone qui est capable de reconnaître les musiques. Mais ça, c'est facilité. C'est relativement facile parce que une musique, le nombre de musiques est limité de par le monde, malgré la créativité, malgré les remixes. La séquence temporelle, les contenus fréquentiels, les motifs fréquentiels dans une musique, l'articulation, la chronologie, c'est toujours la même. Que je lance un enregistrement ici de ABBA ou qu'il soit diffusé dans une salle de spectacle ou dans un concert ou dans une restauration rapide, il y aura des parasites, mais l'allitération, la série chronologique est toujours la même, donc c'est beaucoup plus facile. Parce que les oiseaux, eux, ils créent constamment. Il n'y a pas un catalogue de cris fixes, de chants fixes. C'est un petit peu comme si les oiseaux, eux, créaient des nouvelles lettres dans leur alphabet tous les jours. Donc si vous voulez faire quelque chose qui fonctionne sur au moins une espèce, ce qui peut
aider considérablement les biologistes pour faire du vrai travail, ne plus avoir à passer des nuits dans des conditions terribles pour avoir un peu de quelques données de présence qui sont même pas fifolles, parce que un humain, c'est extrêmement exigeant de l'envoyer sur le terrain, surtout dans des milieux isolés, des colonies par exemple de pétrels de barreaux ou de puffins, des colonies d'oiseaux qui vivent dans des îlets au milieu de l'océan Indien ou en haut des falaises ou dans les falaises. Le problème, c'est qu'un ornithologue, on ne peut pas lui demander d'être présent tous les soirs pendant 3 ans. Tandis qu'un robot enregistreur, si. Mais il faut les algorithmes d'analyse automatique, parce qu'aucun humain ne va écouter les 12 heures d'enregistrement par nuit toutes les nuits pendant 3 ans. Il faut un algorithme. Et si vous voulez quelque chose qui est capable de faire le job, il faut respecter ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié une partie aussi, c'est que cet exercice, donc, répartition aléatoire des 10 000 fichiers en 3300, 3300, 3300. Apprentissage sur le premier, optimisation sur le deuxième. Réapprentissage sur ça, sur ces deux. Prédiction sur test, calcul, rappel, précision, F-score, courbe ROC. Ça, vous allez la répéter 500 fois. C'est-à-dire que ce que je vous ai décrit, c'est un seul tour. Vous allez faire 500 fois, 500 tirages aléatoire de 3300, 3300, 3300 parmi les 1000 fichiers. Et à chaque fois, donc à la fin, vous calculez rappel, précision, F-score, ce qui vous permettra d'obtenir 500 valeurs de rappel, 500 valeurs de précision, 500 valeurs de F-score, 500 courbes ROC, à la limite. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça va vous permettre de calculer la moyenne arithmétique du rappel. Donc, je sais pas, je vous le souhaite, 92%, avec un écart type, plus ou moins 5%. Une précision de 90%, avec plus ou moins 10%. Parce que c'est pas du tout la même chose. Si vous faites pas ces 500 tirages, vous saurez pas quel est votre écart type, votre marge d'erreur, votre variance. Pareil avec le F-score. Si vous faites un seul tirage, si ça se trouve, vous avez eu de la chance, vous avez mesuré un très bon rappel et précision, mais c'est parce que vous avez eu de la chance sur votre tirage. Quand on va vous demander d'enregistrer des fichiers qui ne font pas partie des 10 000 fichiers, des vraiment fichiers nouveaux, vous avez eu peut-être beaucoup de chance dans votre tirage, vous avez eu 99% de rappel, par exemple, ce qui est très très bien. Mais en fait, vous n'avez pas vérifié si vous aviez 99 à chaque pourcent. C'était peut-être un coup de chance. Donc votre modèle, en fait, il a peut-être fait du surapprentissage. En fait, 99%, ça peut être tout à fait... En fait, vous avez, sur 500 tirages, vous avez une technologie qui a 70% de rappel, par exemple. 70% à plus ou moins 30%. Et ça, c'est presque caca. Mais ce 99%, il passera sous les radars. Vous pouvez avoir une technologie, ce que je veux dire, de 70% à plus ou moins 30% en termes de rappel ou de précision. Vous pouvez avoir ça, mais vous, si vous ne faites qu'un seul exemple, vous aurez 99%. Oh, c'est génial! Et c'est ce que font les industriels. Les bureaux d'études sont des spécialistes pour camoufler leur caca. Ils vont faire ce genre de choses. Ils vont oublier, entre guillemets, de faire des calculs de variance des performances de rappel. Ils vont prendre que un rappel ou une poignée de rappels qui les arrange parce que ils vont prendre que 5 rappels sur les 500 ou un rappel, soit parce qu'ils sont pas formés, qu'ils savent pas qu'ils auraient dû relancer l'expérience des centaines de fois, soit parce que ils sont parfaitement au courant, mais ils prennent que l'expérience, le tirage dans lequel ils ont eu les meilleurs résultats. Parce que comme ça, on convainc son client, on va pouvoir lui vendre notre truc. Parce que le client, de toute façon, sur des milliers de fichiers d'enregistrement qu'il veut demander à analyser, pour qu'il se rende compte des performances de notre algorithme, c'est très probable qu'il ne s'en rende même pas compte. Parce qu'il aurait fallu que le client ait prédit dans son budget, que ce soit une institution publique ou un établissement privé, il aurait déjà fallu qu'il prévoit de payer une entreprise séparée qui soit capable de mesurer les performances de l'algorithme. Parce qu'en général, l'établissement public ou l'entreprise privée ne sera pas capable de faire ce calcul, cette vérification elle-même. Et le problème, c'est qu'en plus,
les organismes indépendants qui pourraient mesurer, vérifier les performances, la méthodologie qui a été utilisée pour faire les détecteurs, en fait, c'est tellement un monde petit. Dans un secteur, il doit y avoir entre 5 et 10 experts sur la planète entière. C'est tellement un monde petit qu'en fait, vous faites appel à une entreprise peut-être indépendante, mais le chercheur, là, à qui vous demandez à l'entreprise privée de faire les calculs, ça se trouve, le chercheur, le développeur qui est dans le bureau d'études, c'est un très bon ami à lui. Ou à l'inversement, c'est quelqu'un qui connaît très bien, mais qui peut pas piffrer. Ça, c'est le problème du fait d'avoir un peu de spécialistes dans chaque sous-spécialité. Et donc, pensez à moi si vous voyez un article scientifique qui vous présente un détecteur de je ne sais quoi, mais qui vous met des rappels, précisions, qui vous donne pas le F-score, et puis surtout où il n'y a pas d'écart type. Ça, c'est pas bon. Vos clignotants doivent s'allumer. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je suis le docteur en sciences Olivier Dufour. Au travers de cette vidéo, j'ai essayé de retranscrire des contenus assez pointus que j'ai eu reçus moi-même pendant ma thèse. J'ai été encadré par des spécialistes du domaine et je pense qu'il y a plein de jeunes gens beaucoup plus jeunes que moi qui ne sont pas encore au niveau doctorat, master, peut-être même avant même le niveau bac et qui sont tout à fait à même de comprendre ces sujets qui les intéressent. Donc j'essaie de partager la connaissance un maximum à ceux qui sont intéressés par le sujet, suffisamment passionnés pour essayer de la mettre en pratique ou au moins avoir un peu de recul. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez des oublis, des compléments pour combler les oublis que j'ai sans doute réalisés pendant le tournage de cette vidéo. Je vous mettrai mes références bibliographiques pour que vous puissiez voir un petit peu quel était mon sujet de thèse, quelle est la littérature que j'ai publiée ou que j'ai examinée pour des journaux scientifiques à comité de lecture. Si vous appréciez ma démarche de partage de connaissances, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Et justement, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera à l'épisode précédent dans lequel j'ai expliqué quelle était la différence entre un modèle d'apprentissage supervisé et un modèle d'apprentissage non supervisé. Très important de comprendre la différence, de maîtriser la différence entre les deux pour augmenter en termes de performance de reconnaissance automatique, pour aller toujours plus vers l'opérationnel.